vous invite à débattre et prolonger ce débat directement avec Philippe Arignot via son blog L'Araignée du désert. Et puis vous pouvez me faire part de vos critiques, je les entendrai, ça ne veut pas dire que je n'inviterai plus Philippe. Merci Anne-Laure. Alors nous allons passer à Gérard Brazon. Donc Gérard, bienvenue comme je le disais à ce micro. Donc nous avons eu plusieurs sujets de discussion et c'était une chronique surprise. Alors il nous reste 45 minutes. Oui, je pense que je pourrais Il faut que vous laissiez un peu de temps à François. Donc, est-ce qu'on dit que vous prenez un petit quart d'heure et on laisse le reste à François? Oui, sans problème. Ça vous va? Sans problème. C'est possible. Alors, je vous laisse parler maintenant. Voilà. C'est de ma faute, mais elle coule pas, merci ma culpa. Mais j'aimerais vous parler de deux organisations que les Français connaissent peu et ne savent pas leur influence sur leur vie quotidienne. Ce qui pose de fait un souci premier sur l'idée qu'on se le fait de la démocratie. L'ONU pour commencer, qui est vraiment là actuellement à la pointe de l'ingérence à mon avis. Une organisation qui nous coûte cher d'ailleurs, un budget de 5 milliards de dollars, 5 milliards 5 de dollars. Nous y contribuons à hauteur de 122 millions de dollars, soit 111 millions d'euros. Rien que ça. Les États membres, eux, entre eux, et sans l'avis des peuples, décidaient d'accorder une augmentation de 212 millions de dollars, soit 190 millions d'euros, dont 21 millions de dollars pour la nouvelle marotte onusienne qui sont les droits de l'homme. À l'origine, l'Organisation des Nations Unies était une organisation internationale qui fut fondée avec 51 États en 1945 et depuis on est 193. À quoi sert ce machin, disait le général de Gaulle. En fait, depuis sa création, l'ONU a prouvé son incapacité à régler quoi que ce soit depuis sa création en 1945. Rien sur les guerres en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique et même en Europe. Où était l'ONU en Corée, au Vietnam, en Bolivie, en Argentine, au Congo, au Soudan, au Sahel, etc. Et plus près de chez nous, en Libye, au Yémen et en Syrie. La prédominance des 5 nations inamovibles y est sûrement pour quelque chose. L'ONU envoie des casques bleus, mais finalement laisse la situation pourrir sur place. Elle pond des rapports larmoyants, fait des résolutions ne servant à rien, et fait des déclarations et des constats entre 2 verres de champagne, et des dîners entre soi, et réclame en plus, bien entendu, des moyens supplémentaires. Alors, que fait cette organisation aujourd'hui? Donner des leçons, et imposer une direction mondialiste à l'ensemble des nations qui veulent rester libres et souveraines. Dans l'ONU, il y a le Conseil des droits de l'homme, un organe intergouvernemental qui a la responsabilité de renforcer, entre guillemets, la promotion et la protection des droits de l'homme autour du globe. Prier de ne pas Vraiment rire. démocratique. Oui. On en a parlé dans la première partie d'émission. Qui est aux manettes de ce Conseil des droits de l'homme? Eh bien, surprise, l'Arabie Saoudite, à travers Faisal bin Hassan Trad, a été déclaré nouvel expert des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il a été choisi pour présider le panel du Conseil des droits de l'homme en 2015. Il y a aussi des experts comme Amer Ahmed Ramadan, représentant de l'Égypte, de même que Allah Youssef du même pays et Mouyed Salef de l'Irak. C'est intéressant, cette sélection. Ce sont des gens qui sont à la pointe de la liberté d'expression et du soutien de la liberté en général. Le pire étant l'arrivée de l'Arabie Saoudite à la Commission des droits de la femme. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Non. Quelle ignominie. Choisir un pays qui promeut la loi islamique en considérant la femme comme étant inférieure à l'homme, qui l'oblige à se voiler sous peine de sanctions physiques, qui décapite sur la place publique des femmes qui furent des esclaves ayant tué leur maître pour avoir voulu les violer. Vous vous rendez compte, on vous viole et vous tuez votre agresseur. Et là, on vous décapite. Qui fouette sur la place publique des blogueurs, des opposants politiques et qui interdit aux chrétiens de pratiquer librement leur culte. Vous voyez, droit de la femme, droit des hommes. Bel exemple de probité, d'indépendance et d'honnêteté intellectuelle de ces affligeants diplomates qui représentent leur pays à l'ONU et participent aussi à des organismes que je trouve, moi, ça n'engage que moi, métastasés par l'islam radical. Que penser de ce pacte initié par l'ONU et proposé actuellement on va avoir droit à Marrakech et la signature de tous les chefs d'État, en grande partie, qui va assurer une défaite totale des pays souverains en garantissant à chaque individu le droit de migrer dans le pays de son choix. C'est le pacte sur l'immigration. Pacte sur l'immigration. Quelque chose garantissant à chaque individu le droit de migrer dans le pays de son choix, quelque chose qui sort de ses attributions.
Moi, je pense que l'ONU est actuellement dans un discours politique, et c'est pas du tout le but de la manœuvre à l'origine, hein, surtout pas en 1945. Donc il est actuellement dans un acte politique d'imposition à des États souverains d'agir politiquement. Ce qui, à mon avis, n'est pas bon. C'est un pacte qui détruit de facto les frontières, oblige les pays à recevoir les clandestins dans les pays de leur choix, et donc de permettre de choisir le supermarché le plus attractif et profiter d'un système social et politique qu'ils n'ont jamais contribué à mettre en place. La France, à mon avis, sera numéro 1. Bonne place. Oui, on sera bien placé. Ni même financé par de quelconques contributions. Hein. C'est barre ouverte à tous. Certains pays ont déjà refusé de signer, comme l'Autriche, l'Australie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, l'Estonie, la Bulgarie, l'Estonie, je l'ai déjà dit, hein, l'Estonie, et les USA. Ah, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même pas mal. Donald Trump a refusé, donc bonjour, merci Donald Trump. Macron, on n'a pas Donald Trump au pouvoir, c'est bien dommage. Bon, ça me regarde que moi aussi. Le deuxième organisme qui me révolte aussi également, c'est le Conseil européen des droits de l'homme, le CEDH. Chacun connaît la décision prise par cet organisme sur une affaire portée par une femme de nationalité autrichienne, Madame Elisabeth Sabadisch-Wolf. L'affaire porte sur la condamnation de la requérante pour dénigrement de doctrine religieuse, l'intéressé ayant fait des déclarations insinuant, c'est grave, que Mahomet avait des tendances pédophiles, dixit ce Conseil européen. C'est fou. Bon, bref. C'est pas marqué dans les textes. En fait. C'est pas marqué, mais c'est dans les hadiths. Non, mais je dis ça en riant. Et c'est pas reconnu par la victime elle-même, parce qu'il y a des textes d'Aïcha qui confirment effectivement. Madame Sabadisch-Wolf montre d'un parti politique qui n'était pas encore au pouvoir, la Polpo, et fut condamnée par les instances juridiques de son pays. Ce qui pose l'indépendance de la justice d'un pays en fonction de ses opinions politiques. Nous vivons la même chose en France, avec l'acharnement judiciaire que certains subissent, qui font ce boulot-là et qui souvent... Mais Radio Courtoisie aussi, je vous rassure tout de suite. J'en profite. Et donc, en Autriche, et d'ailleurs, on peut imaginer sans peine, et c'est la même chape de plomb qui règne et protège les dites minorités, à commencer par les adeptes de l'islam. Après avoir épuisé ses recours en justice, Madame Sabadisch-Wolf porta l'affaire devant la CEDH, cette juridiction européenne. Mal lui en pris. Elle croyait peut-être que cette juridiction allait assurer sa liberté d'expression, et c'est pas le cas. Mal lui en pris, effectivement, puisque le jugement de cette cour a été la confirmation qu'il était impossible de dire qu'un homme qui épouse une gamine de 6 ans, la considère pubère à 9 ans, peut être pénétré d'ailleurs, et avec laquelle on peut prendre un plaisir sexuel sans que personne ne s'en offusque. Nous imaginons la terreur et la douleur de cette gamine, Aïcha. Nous n'acceptons pas ces viols d'enfants, pas plus d'ailleurs que les viols en général. Dans n'importe quel pays occidentaux, la pédophilie est rejetée et interdite sur tous les plans, aussi bien moral, judiciaire et religieux. Il est interdit également dans bien des pays qui se revendiquent musulmans. Faut quand même le souligner. Qui ont fixé dans leur cursus législatif des âges minimums pour que les femmes puissent se marier. Et là, cela n'interdit pas les mariages arrangés dès la naissance de la gamine ou avec des adolescentes qui, lors d'un recours au bled, un retour au bled, avec des prétextes de vacances, se retrouvent mariées par surprise et de force avec un presque vieillard. Ça existe. Cet organisme a par son jugement remis à l'ordre du jour tout simplement le délit de blasphème. Au nom du fait que cette femme aurait bousculé, voire choqué, les croyances religieuses des musulmans autrichiens en dénigrant Mahomet. Pourtant, les textes islamiques revendiquent cette réalité du viol d'une enfant qui s'appelait Aïcha. Cet organisme condamne une citoyenne européenne pour une offense envers un personnage qui est, en principe, mort depuis 1386 ans. Mais on prend sa défense. C'est fou, c'est quand même fou. Qui a dit cet organisme à l'unanimité ? Eh bien, qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 10 sur la liberté d'expression, de la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle justifie cette décision par la préservation de la paix religieuse en Autriche. Magnifique. Donc pour préserver la paix, mais c'est un peu le même raisonnement que le refus d'héberger Asia Bibi en Angleterre. Par exemple. Pour préserver la paix sociale. Voilà, pour préserver la paix sociale avec ses pakistanais. La soumission pour préserver la paix sociale. C'est ça. C'est bien comme une programme. Pour le Conseil européen des droits de l'homme, le plus important de ces propos n'avait pas été tenu d'une manière objective, contribuant à un débat d'intérêt général, mais pouvait uniquement être compris comme ayant la visée de démontrer que Mahomet n'était pas digne d'être vénéré.
Le cheminement intellectuel, la vision que le juge peut dire sur le pouvait fait que il y a la possibilité que finalement quelque part c'est un peu provocateur de dire que Mahomet était un pédophile avec une gamine de 9 ans, quoi. C'est fou. Là aussi c'est fou. Personne n'imagine aujourd'hui que l'on puisse vénérer un pédophile. Bien sûr, il y a quelques attardés qui écoutent encore, et malheureusement, cet homme politique actuel, qui, souvenez-vous, était ému par une gamine qui lui touchait la braguette. Hein. Je cite, parce que mon fils connaît la réplique par cœur, Cohn-Bendit, vous savez, j'ai pas voulu se le dire faire toucher par une enfant de 5 ans, c'est formidable, monsieur, ouais. Un entretien avec El Kabash. Vous vous rendez compte? Mais j'ai pas voulu dire son nom. Parce si, voilà, il faut. On peut. Il faut. D'accord, ok. On reste cependant très loin d'un homme qui est considéré comme parfait par plus d'1,5 milliard de croyants et qui est un exemple à suivre. Il ne faut pas le dire car cela pourrait choquer ceux qui le considèrent comme parfait. Quand vous considérez un homme parfait, un exemple à suivre, qui est un pédophile notoire, qui a violé une gamine de 9 ans, il y a vraiment lieu de s'inquiéter quand même de cette... Je suis surtout étonnée parce qu'en cette période de préparation des fêtes de Noël, je vais rendre public quand même que Gérard Brazon n'est pas absolument ce qu'on peut appeler un catholique orthodoxe. On trouve tout à fait normal de revenir sur la vie du Christ, ses éventuelles maîtresses et ainsi de suite. Mais par contre, sur la vie de Mahomet, non. La vie de Mahomet est non critiquable. C'est non critiquable. D'accord. C'est un homme parfait, un exemple à suivre par 1,5 milliard de musulmans. Bon, à défaut de suivre Jésus, cher Gérard, je vous recommande de vous... Alors, qui sont les membres du CNEH? Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à partir de listes de 3 noms proposés par chaque État. Ils sont élus pour un mandat de 9 ans, non renouvelable, heureusement. Pour la France, c'est André Potocki, qui siège parmi les 47 membres présents, issus de pays dont on connaît l'attachement aux droits de l'homme, comme la Turquie et la Bosnie, et l'Azerbaïdjan, etc. D'accord. Des pays qui ne sont pas du tout dans la sphère de l'Union européenne. Ça va beaucoup plus loin. Il y a même la fédération de Russie de Vladimir Poutine. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose de très large. Ce sont 47 juges qui sont... pas tous du même avis et qui ont tous quand même une tendance à être pro-musulmans ou pro-islam du fait de leurs origines et du fait de leur orientation. Je vois mal le russe voter pour la condamnation de cette dame. Ils ont quand même, il y a quand même tout le pays de Caucase qui sont quand même pas mal... Là, on fera appel à notre expert en Grand Est. Okay, il nous dira, attention à ce que vous dites, il va vous corriger. Après ce rapide tour d'horizon de ces deux organisations, on peut tout de suite réaliser que les historiens n'ont pas voix au chapitre, parce que c'est ça qu'il faut souligner dans tout ce que je viens de dire. Aucune de ces organisations n'est issue d'une volonté populaire. Aucun citoyen lambda ne connaît l'étendue des pouvoirs qui sont confiés à ces hommes censés nous représenter dans ces instances. Alors, je tourne la page, vous entendez le bruit, hein, excusez-moi, et je termine. Personne ne les connaît physiquement d'ailleurs, et personne parmi nous qui sommes les gens du peuple, la blèbe, ne peut prétendre les contrôler à terme. Seuls sans doute les politiques qui les ont nommés à ces postes. Ce qui souligne, et là je voudrais conclure sur quelque chose de grave, qui parle vraiment de la démocratie, ce qui souligne l'importance de la représentativité de nos hommes politiques pour lesquels nous avons pu voter, et leur indignité sur leurs décisions qui engagent les Français sans qu'ils ne le réalisent et que finalement ils finissent par subir. Aucun Français ne sait véritablement que ces choix politiques aboutiront à des décisions contraires à ses intérêts dans ces instances. Aucun Français ne connaît en détail les complicités qui existent clairement entre ces représentants nommés par nos politiciens dans ces instances internationales, avec des pays qui sont loin de porter des idéaux humanistes et qui, bien au contraire, influencent de manière négative dans ces instances judiciaires une lutte contre la liberté d'expression et qui veulent imposer de fait le blasphème dans nos codes juridiques. Voilà, j'en ai terminé. Donc, chers auditeurs, comme ça vous venez de faire connaissance avec Gérard Brazon, vous voyez, il est tout à fait politiquement correct. Cette deuxième partie d'émission se veut libre, et bien voilà, comme ça vous avez tout. On parlait justement dans la première partie de ce conseil
des Nations Unies, Conseil des droits de l'homme, que Laurent Fabius, qui est quand même une référence morale, notamment sur les questions internationales, qualifie de lieu d'expression de la conscience morale de l'humanité. Je cite. Non mais franchement. Voilà, donc comme ça permet de faire le lien. Alors par contre... c'est lui aussi qui disait que Al-Nosra faisait du bon travail. En Libye, c'était bien. Voilà. Ceci dit, l'auteur qui est intervenu dans la première partie de cette émission, François Belliot, qui intervenait sur la guerre en Syrie, nous expliquait quand même que la lecture des débats et des rapports de l'ONU permettait d'avoir de sérieuses informations sur sur les forces en présence lors de conflits, par exemple, comme la Syrie, et était porteur de beaucoup d'informations, notamment les contre-enquêtes pour innocenter, en tout cas relativiser les montages faits contre Bachar el-Assad. Donc l'ONU a une portée politique qui est nuisible, effectivement, est un instrument de ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Mais comme dans nos instances d'ailleurs, quand on a le temps d'aller étudier les débats, on peut apprendre beaucoup de choses. Voilà. Qui dit information ne dit pas action. Non, c'est sûr. Voilà. Ils sont informés, mais derrière les décisions sont politiques. Et puis quand on voit par exemple un sujet qui me touche, c'est un peu l'affaire en Israël, par exemple, entre les Palestiniens et les Israéliens. On voit bien que l'ONU est très attachée, et par contre, pour ce qui se passe au Yémen, on ne peut pas dire qu'il se pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc on voit bien que c'est en fonction de... Oui, et le problème, il est là. C'est-à-dire est-ce qu'on s'occupe de tous les problèmes et on les gère et on oblige et on essaye d'apporter des solutions, mais y compris militaires. C'est-à-dire on voit bien, par exemple, sur le Darfour, on voit bien que ça peut rester des années et des années avec des gens qui ont été massacrés par les Soudanais, par exemple. Donc, moi, je veux bien que l'ONU soit utile. Je pense qu'à l'origine, c'était quelque chose qui pouvait être utile. Là, je pense qu'ils sont en train de sortir de leur... Vous êtes optimiste parce que vu à quoi a servi la SDN, qui était la grande sœur de l'ONU, moi, depuis le début, même quand nous étions en première et que nous étudions le programme d'histoire, je me disais que je doutais de l'utilité de l'ONU, parce que, bon, on peut débattre effectivement, mais s'il s'agit d'utiliser des forces internationales qui sont en réalité les valets de la plus grosse puissance du groupe, ça ne sert à rien. Ce qui est gênant, c'est surtout que l'ONU se mêle des droits de l'homme et se mêle d'imposer à des États... Oui, parce qu'il y a une notion morale. Voilà, quelque chose qui sort de ces... À mon avis, de ses prérogatives. Alors, chers auditeurs, merci pour vos commentaires, mais je dois vous dire que je ne pourrai pas lire toutes vos remarques. Alors, j'ai des remarques qui sont positives plutôt sur la chronique, pas trop de critiques pour l'instant. Je dois laisser mes chroniqueurs continuer parce que sinon, eh bien, leur travail pour la préparation de cette émission va tomber aux oubliettes. Voilà, donc je relirai